téléphone. Bonjour à tous. Donc, en marge de la journée mondiale de l'asthme, hier, ce webinaire se propose d'étudier la relation qui peut exister entre l'asthme et le reflux gastro-œsophagien, qui est une pathologie digestive des plus fréquentes. Donc, merci à Opalia Ricordati pour ce webinaire et donc cette présentation va se faire sous forme d'un cas clinique et ça sera conjointement avec le professeur Mariam Bjid qui est pneumologue à l'hôpital Rabta et moi-même, donc Lamia Khalil, professeur en gastroentérologie à l'hôpital Mahmoud El-Matri à Riena. Donc, sans plus tarder, on va commencer ce webinaire qui sera sous forme d'un cas clinique. Donc, Mariam, Dr Mjid, il a quoi notre patient du jour? Alors, merci Dr Khalil. Je tiens à commencer par remercier les laboratoires Opalia justement de nous avoir donné cette opportunité de parler de ces deux pathologies qu'on nomme actuellement comme des frères ennemis qui sont le reflux gastro-œsophagien et l'asthme. C'est vrai que ces derniers temps, vu la conjoncture actuelle, on voit beaucoup de webinaires qui vont traiter essentiellement du sujet du Covid, vu que c'est actuellement le sujet d'actualité. Toutefois, il faut toujours garder à l'esprit qu'à part les patients Covid, on a nos autres patients qui ont une pathologie respiratoire chronique qui vont être extrêmement vulnérables et dont la pathologie doit être parfaitement contrôlée. Donc, je vais sans plus tarder commencer par ce cas clinique. C'est un cas clinique, comme l'a dit Dr Khalil, qui va être interactif. Il y aura des questions auxquelles vous pourriez répondre par le biais des commentaires. Donc, on va commencer sans plus tarder par le cas clinique d'un patient qui a 34 ans, qui est tabagique à 5 paquets années et qui présente depuis 8 ans une symptomatologie faite d'une obstruction nasale intermittente associée à des éternuements en salve ainsi qu'un prurite oculaire. Et depuis les derniers mois, les 6 derniers mois, il présente à raison de 1 à 2 fois par semaine une symptomatologie qui est faite d'une dyspnée nocturne associée à une oppression thoracique ainsi qu'à une toux et des sécrétions avec la notion de sibilant. Donc la première question qui peut se poser chez ce patient, c'est quel est le ou les diagnostics qu'on pourrait évoquer chez ce patient. Est-ce qu'il s'agit plutôt de dilatation de bronches, d'une rhinite allergique, d'une bronchiolite oblitérante, d'un asthme allergique ou d'une rhinite vasomotrice? Donc avant de vous donner la réponse, je vous laisse un peu le temps de réfléchir dessus. Et chez ce patient, les deux diagnostics les plus probables sont la rhinite allergique et l'asthme allergique. On va voir tout à l'heure pourquoi. Alors, une fois qu'on a suspecté ces deux diagnostics, la question qu'on pourra se poser après, c'est, une fois qu'on a suspecté ces diagnostics, quel bilan peut-on préconiser chez ce patient? Est-ce qu'il faudra chez ce patient faire le dosage des IgE total, faire un prick test au pneumallergène, une radiographie du thorax, une numération formule sanguine ou une spirométrie? Je vous laisse là encore le temps de réfléchir pour pouvoir répondre. Vous pourriez juste noter 1, 2, 3 ou 4 selon ce que vous jugez juste. Et donc ici, les réponses justes seront un prick test au pneumallergène pour justement rechercher une étiologie allergique à cet asthme. La radiographie du thorax, bien évidemment, elle doit être systématique dans le cadre du bilan initial de tout patient asthmatique. Une numération formule sanguine, à la recherche notamment d'une hyperéosinophilie qui va être un argument en plus en faveur de l'origine allergique de cet asthme, et une spirométrie, bien évidemment, qui doit être faite de façon systématique chez tout patient suspect d'avoir un asthme. Et actuellement, il n'y a pas d'indication à réaliser le dosage des IgE total dans le cadre du bilan initial de l'asthme, sauf dans certains cas de figure, notamment quand on veut démarrer un traitement par les anti-IgE. Alors,
Concernant le bilan de l'asthme, actuellement, sur quoi repose le bilan de l'asthme? Le bilan de l'asthme repose bien évidemment sur l'interrogatoire. Cet interrogatoire va être d'une importance capitale. Pourquoi? Parce qu'il va nous aider justement à rechercher des arguments en faveur de l'origine allergique de cet asthme et des arguments en faveur du diagnostic même de l'asthme. L'interrogatoire va nous permettre de rechercher la présence d'une atopie familiale, d'une atopie personnelle, l'effet d'un traitement, si un traitement a été précédemment prescrit, la notion d'unité de temps et d'espace, de temps et de lieu, excusez-moi, les facteurs déclenchants de la symptomatologie allergique. L'examen physique également pourra être d'une aide importante, notamment en mettant en évidence parfois des sibilants qui ne sont présents que pendant la crise. Un patient asthmatique en intercritique va avoir un examen physique strictement normal. Toutefois, quand on peut mettre en évidence notamment une dermatite atopique chez l'enfant ou un eczéma chez l'adulte, ça va être des arguments en plus en faveur de l'asthme. Finalement, le bilan de l'asthme va également nécessiter la réalisation de certains examens complémentaires, comme on l'a vu à travers la précédente question, une radiographie du thorax, une numération formule sanguine et les prick tests. Alors, chez ce patient, l'interrogatoire nous a permis de révéler qu'il y avait une notion de dermatite atopique pendant l'enfance chez notre patient. C'est une atopie chez cet enfant avec une rhinite allergique chez le père, et donc il s'agit là d'une atopie familiale et c'est des arguments de poids en faveur du diagnostic d'un asthme allergique. L'interrogatoire a également permis d'éliminer la présence d'animaux domestiques dans l'entourage. Il n'existe pas de notion de tabagisme passif, c'est des facteurs aggravants de la symptomatologie des patients asthmatiques. On s'est rendu compte également à l'interrogatoire que l'effort physique était un facteur déclenchant de la crise d'asthme puisque ce patient avait une dyspnée, notamment après les matchs de foot avec ses amis. La symptomatologie prédominait essentiellement en hiver et au printemps et cette symptomatologie nécessitait le recours aux bronchodilatateurs de courte durée d'action à raison de 3 fois par semaine. Finalement, l'examen physique était normal. Et là, vous avez les explorations, les examens complémentaires qu'on a fait chez ce patient. Donc la radiographie du thorax, qui est nécessaire dans le cadre du bilan initial de l'asthme, non pas pour confirmer le diagnostic d'asthme, mais c'est essentiellement pour éliminer d'autres diagnostics différentiels. Là, la radiographie du thorax est normale, en dehors d'un syndrome de distension thoracique. Et vous avez là l'image du résultat des prick tests. Donc c'est les tests faits au pneumallergène qui montrent ici une positivité au DPT, donc les acariens, aux 5 graminées, donc le pollen, et une positivité au poil de chien. Finalement, la dernière exploration qu'a eu ce patient, c'est bien évidemment l'aspirométrie. Vous voyez donc sur la diapositive, à gauche de la diapositive, la courbe des bivolumes avec 2 courbes, l'une en bleu et l'une en rouge. La première, c'est la courbe des bivolumes avant les bronchodilatateurs de courte durée d'action. La courbe en rouge, c'est justement la courbe des bivolumes après le test de bronchomotricité. Et ce patient a, selon les chiffres, selon également l'aspect de la courbe, il a un déficit ventilatoire obstructif qui est réversible après les bronchodilatateurs de courte durée d'action puisque son rapport de Tifno se normalise complètement après l'inhalation de bronchodilatateurs. Donc voici les explorations faites chez ce patient et là la question d'après sera: après justement cette panoplie d'examens complémentaires, quels sont les diagnostics qu'on va retenir chez ce patient? Est-ce qu'on va retenir une allergie respiratoire aux acariens, au pollen et aux chiens, un asthme induit par l'exercice, une allergie respiratoire aux acariens et au pollen, une sensibilisation au poil de chien ou une allergie respiratoire uniquement aux acariens? Donc, je vais vous laisser quelques secondes pour pouvoir réfléchir dessus. Et chez ce patient, finalement, ce qu'on va retenir, ça va être une allergie respiratoire aux acariens et au pollen, donc un asthme allergique associé à une rhinite allergique aux acariens et au pollen,
puisque justement la symptomatologie clinique concorde très bien avec la positivité des tests cutanés. C'est un patient qui va avoir une aggravation des symptômes au printemps et pendant l'hiver, et donc c'est tout à fait concordant avec une allergie respiratoire aux acariens et au pollen, comme les tests étaient positifs à ces deux pneumallergènes. Il a également un asthme induit par l'exercice, puisqu'il a une aggravation des symptômes, l'apparition de crises d'asthme au décours des matchs de foot. Et concernant les poils de chien, vu que les tests cutanés étaient positifs, il s'agit là d'une sensibilisation uniquement aux poils de chien et non pas d'une allergie aux chiens, puisque le patient ne possède pas d'animaux domestiques. Donc c'est un asthme avec une rhinite allergique au pollen et aux acariens associé à un asthme induit par l'exercice. Quelle sera donc la prise en charge de ce patient? Elle va être basée sur quoi? Une corticothérapie inhalée à faible dose, des bronchodilatateurs de courte durée d'action avant l'activité sportive, les antileucotriènes, un corticoïde nasal ou une association de corticoïdes inhalés à faible dose avec des bronchodilatateurs de longue durée d'action. Et là, la réponse, ça va être une corticothérapie inhalée à faible dose associée aux bronchodilatateurs de courte durée d'action à prendre au besoin et surtout 20 minutes avant l'activité sportive pour justement prévenir la crise d'asthme induite par l'exercice. En fait, la prise en charge actuellement de l'asthme est bien codifiée. La prise en charge va se faire en paliers thérapeutiques. Ces paliers thérapeutiques du palier 1 au palier 5 en fonction des symptômes que présente le patient. Et en début de traitement, quelles sont les règles à savoir, à connaître en matière d'asthme? C'est que la première règle, c'est qu'il faut démarrer très rapidement la corticothérapie inhalée quand on est face à un patient atteint d'un asthme, et ce pour diminuer les symptômes, pour diminuer le risque d'exacerbation et améliorer la qualité de vie des patients. Généralement, dans plus de 80% des cas, on a juste besoin d'une corticothérapie inhalée à faible dose et donc on commence dans la quasi-majorité des cas par un palier 2 thérapeutique selon les recommandations du GINA. Dans certaines situations, on est amené à commencer par un palier 3 thérapeutique, donc à savoir une association de corticoïdes inhalés à faible dose avec un bronchodilatateur de longue durée d'action, et ce quand les symptômes d'asthme sont très pénibles et quand ils sont présents tous les jours. Sinon, dans la quasi-majorité des cas, on a juste besoin de mettre en place une corticothérapie inhalée de faible dose initialement. Donc voici le traitement qu'on a préconisé chez ce patient. Alors, on a préconisé une corticothérapie inhalée à faible dose à base de budesonide à la dose de 200 microgrammes 2 fois par jour, l'intermédiaire d'un aérolyseur. La lévocetirizine, c'est un antihistaminique qu'on va utiliser pour traiter la rhinite allergique. On n'a pas besoin chez ce patient d'un corticoïde nasal puisque les symptômes de rhinite allergique ne sont pas très présents. On aura également besoin d'un bronchodilatateur de courte durée d'action, bien évidemment associé à une éducation du patient par rapport à sa maladie. Donc on doit expliquer la maladie, on doit insister par rapport avec le patient sur la nécessité d'une observance thérapeutique, on doit également insister sur toutes les méthodes d'éviction, les moyens d'éviction, notamment des acariens et de tous les facteurs déclenchants. Donc le patient a eu son traitement et un rendez-vous a été prévu un mois plus tard pour une réévaluation. Donc il revient à la consultation de contrôle un mois plus tard et il présente toujours une gêne diurne faite essentiellement d'une dyspnée avec une gêne nocturne à raison de 2 épisodes par semaine. Cette gêne nocturne est essentiellement dominée par une toux spasmodique nocturne, donc, qui oblige le patient à prendre ses bronchodilatateurs de courte durée d'action 2 fois par semaine, mais ce traitement de secours a un effet partiel sur la symptomatologie, sur la toux. Alors, on pourra se poser la question suivante. Vu cette évolution, qu'est-ce qu'il faudra faire chez ce patient? Est-ce qu'il faudra réévaluer la technique de prise de ces sprays? Est-ce qu'il faudra considérer cet asthme comme non contrôlé et agir en conséquence? Est-ce qu'il faudra rechercher des facteurs aggravants? Est-ce qu'il faudra augmenter peut-être la charge thérapeutique? Ou est-ce qu'il faudra référer le patient à un centre spécialisé d'asthme sévère? Alors chez ce patient, il convient en premier d'évaluer la technique d'utilisation du dispositif d'inhalation, que ce soit l'aérolyseur ou le spray pour les bronchodilatateurs de courte durée d'action.
Il faudra également considérer cet asthme comme non contrôlé, on va voir pourquoi, et il faudra bien évidemment rechercher des facteurs aggravants. Il ne faudra pas d'emblée augmenter la charge thérapeutique, on verra pourquoi. En fait, actuellement, la prise en charge de l'asthme est une prise en charge qui est dynamique, qui va reposer sur une évaluation initiale des symptômes de l'asthme, mais aussi de tous les facteurs de risque et des comorbidités associées pouvant être à l'origine d'un mauvais contrôle de la maladie. Une fois cette évaluation initiale réalisée, il faudra passer à la deuxième étape qui est celle de l'ajustement du traitement en fonction de tous les facteurs qu'on a cités au préalable et pour réévaluer après la réponse au traitement. Chez ce patient, comme on l'a dit tout à l'heure, il faudra considérer cet asthme comme non contrôlé. Pourquoi? Parce que ce patient présente tous les critères de mauvais contrôle de l'asthme. C'est un patient qui présente des symptômes diurnes plus de 2 fois par semaine. Il est réveillé la nuit par son asthme. Il a besoin de son traitement de secours plus de 2 fois par semaine, ce qui le classe en asthme mal contrôlé. Donc chez ce patient, c'est un patient qui a un asthme non contrôlé, mais qui a en plus des facteurs de risque d'exacerbation d'asthme par justement ce mauvais contrôle de la maladie. Donc normalement, devant un asthme non contrôlé, la conduite qu'il faudra avoir, c'est de passer au palier thérapeutique d'après. On devra passer normalement ici chez ce patient d'un palier 2 vers un palier 3, donc augmenter la charge thérapeutique. Toutefois, avant de passer à cette étape, il faut bien évidemment être particulièrement vigilant par rapport à un bilan qui doit être nécessairement réalisé avant ce step-up. En fait, chez tout patient qui a un asthme non contrôlé, il faudra faire un bilan de cet asthme non contrôlé avant d'augmenter la charge thérapeutique. Il faudra regarder comment notre patient utilise son inhalateur. Il faut bien évidemment contrôler s'il est bien observant de son traitement. Est-ce qu'il y a des obstacles par rapport de cette observance thérapeutique? Si le diagnostic d'asthme n'a pas été confirmé au préalable, il faudra le confirmer et réaliser une spirométrie. Et il faudra surtout éliminer tous les facteurs de risque et tous les facteurs aggravants, toutes les comorbidités qui peuvent être à l'origine d'un mauvais contrôle de la maladie asthmatique pour enfin décider ou non d'augmenter la charge thérapeutique. Donc, dans ce sens, on a posé au patient certaines questions, on a voulu nous assurer qu'il ne fumait plus et là, il nous répond que le sevrage tabagique était en cours, il ne fumait plus de façon régulière, il continuait à prendre quelques cigarettes quand il était avec ses amis. Concernant l'observance thérapeutique, elle était globalement satisfaisante, toutefois, il lui arrivait d'oublier ses médicaments quelquefois 1 à 2 jours par semaine. Concernant l'utilisation de l'aérolyseur, elle était correcte, donc il utilisait bien son dispositif d'inhalation. Il n'avait toujours pas d'animaux domestiques. Il n'avait pas pris de médicaments qui pourraient être à l'origine d'un mauvais contrôle de l'asthme, notamment la prise d'un bêta-bloquant ou la prise d'aspirine dans certaines formes cliniques de l'asthme qui pourraient être à l'origine d'une exacerbation d'asthme ou d'un mauvais contrôle de la maladie. Sa rhinite allergique était tout à fait contrôlée par les seuls traitements antihistaminiques. Il n'était pas obèse, l'obésité c'est un facteur majeur dans le mauvais contrôle de la maladie asthmatique et finalement on pourrait se poser la question chez ce patient, comme tout avait l'air de bien se passer et qu'il était encore mal contrôlé, on s'est dit peut-être que ce patient aurait un reflux gastro-œsophagien et en parlant de cette éventualité avec le patient, il était dubitatif. Et selon lui, vu qu'il n'avait pas de symptomatologie directe de reflux gastro-œsophagien, selon lui, cette hypothèse diagnostique était très peu probable. Et c'est à ce moment-là que j'ai décidé de l'adresser à Dr Khalel pour justement qu'elle puisse nous éclairer par rapport à cette association possible entre le reflux gastro-œsophagien et l'asthme. Et Dr Khalel, je vous passe la parole. Merci Dr Mji. Donc effectivement, je veux bien recevoir le patient et étudier la question de près. En fait, le reflux gastro-œsophagien, c'est une pathologie fréquente. Ça peut toucher jusqu'à 20, 30, 40% de la population générale. Sa principale caractéristique, c'est le fait qu'il ait plusieurs facettes, en fait, des manifestations cliniques très variables. Ça peut aller ça peut être des manifestations digestives basiques que l'on connaît tous, ça veut dire l'ahriq, le pyrosis, les brûlures rétrosternales ascendantes,
avec les régurgitations et qui aurait donc ces caractéristiques d'être déclenché, d'être favorisé par le décubitus, par l'antéflexion du tronc ou alors d'être déclenché par évidemment l'alimentation. Ça, c'est ce qu'on connaît tous, ou le plus en fait, des symptômes digestifs, des symptômes du reflux, chose que le patient n'a pas. Il dit qu'il n'a pas ça, donc il n'a pas de reflux. Or, le reflux peut avoir aussi ou donner des manifestations extradigestives. Et là, c'est toute une panoplie, un spectre très large. Ça peut aller de la laryngite chronique à l'enrouement, la dysphonie très classique, la toux chronique. Ça peut être l'asthme aussi, les douleurs thoraciques, des érosions de l'émail dentaire. Bref, il y a beaucoup de manifestations. Et le lien de causalité n'est pas forcément bien établi avec le reflux, mais il y a surtout une forte association statistique et donc c'est ce qu'on va essayer de voir. Mais en tout cas, sur le plan physiopathologique, et c'est ce que je veux bien expliquer aux patients, c'est que c'est possible. Lui, il était étonné, comme tu disais, mais en fait, c'est possible. Pourquoi ? Parce que le reflux peut donner, quand il y a le contenu de l'estomac, quand il passe dans l'œsophage, eh bien, tout au long de l'œsophage, il peut parcourir en fait ce reflux, l'œsophage, et puis partir dans les branches. Donc, ça donne des micro-inhalations de liquide qui est acide en particulier. Ça peut entraîner une bronchoconstriction. Donc, ça, c'est un mécanisme direct. Mais ce qui est encore plus vraisemblable, c'est que le reflux puisse donner par action réflexe vago-bronchique, ou vagal ou œsobronchique plutôt, une bronchoconstriction dans le sens que le reflux, il y a des récepteurs en fait ou une innervation plutôt vagale commune entre le bas œsophage et les branches, et quand il y a un liquide acide au niveau du bas œsophage, ça va donc favoriser l'apparition d'un réflexe de constriction et de contraction du muscle lisse au niveau de l'œsophage pour chasser le liquide de reflux et aussi par la même occasion au niveau donc des branches et entraîner donc cette bronchoconstriction. Il y a d'autres mécanismes, mais en fait donc c'était pour dire que c'est vraiment possible sur le plan physiopathologique. Mais comme je disais tout à l'heure, de là à dire qu'il y a une relation de cause à effet qu'on peut établir et prouver, c'est un peu difficile. Toujours est-il que le tiers des asthmatiques peuvent présenter des symptômes respiratoires le soir et que ces symptômes respiratoires soient donc précédés par des symptômes digestifs de reflux gastro-œsophagien, chose que, encore une fois, notre patient n'a pas. Et puis c'est en tout cas l'efficacité du traitement anti-reflux qui représente le meilleur argument pour établir la causalité. Donc, il est maintenant recommandé que à chaque fois qu'on ait des patients qui ont des symptômes d'asthme qui soient mal contrôlés, comme c'est le cas de notre patient, avec en plus des symptômes qui surviennent le soir, alors même s'ils n'ont pas des symptômes de reflux digestif, donc c'est un reflux qui serait silencieux entre guillemets sur le plan digestif, il faudrait quand même l'explorer. Attention par contre, il faut savoir que la relation entre reflux et asthme, c'est un double sens. Et ce n'est pas à sens unique, dans le sens que quand on a quelqu'un qui a une obstruction au niveau des branches, on peut aussi, donc ça va entraîner une distension thoracique. La distension thoracique va être à l'origine d'une augmentation de la pression intra-abdominale et donc d'un système de forcing du sphincter inférieur de l'œsophage et en même temps des petites relaxations qui vont apparaître au niveau transitoire donc du sphincter inférieur de l'œsophage. Tout ça peut favoriser le reflux gastro-œsophagien justement chez le patient asthmatique. Donc c'est vraiment complexe. Et en plus, il y a les médicaments de l'asthme qui, eux, dans toutes leurs catégories, donc théophiline, bêta-domimétique et aussi la prédnisone, sont capables d'entraîner, de favoriser le reflux, notamment pour les bêta-domimétiques à travers donc une action sur le muscle lisse.
aussi bien bronchique, bronchodilatation, et aussi le muscle lisse du sphincter inférieur de l'œsophage, ce qui favoriserait la diminution du sphincter de l'inférieur de l'œsophage et donc l'apparition du reflux. Vous voyez que c'est vraiment très très complexe. Donc le reflux peut donner de l'asthme peut aussi donner du reflux, et il faut savoir que pratiquement 60% des asthmatiques sont des reflueurs. Donc à se demander parfois qui est l'œuf, qui est la poule. Et donc, il y a toute une stratégie d'exploration quand on a quelqu'un chez qui on suspecte un reflux gastro-œsophagien et qu'il n'y a pas de symptômes digestifs typiques qui nous permettent de retenir d'emblée le diagnostic de reflux gastro-œsophagien, et il va falloir explorer. Et en termes d'exploration, on commencera, c'est les recommandations, par une endoscopie œsogastro-duodénale et puis arriver à la pH-métrie, voire la pH-impédance-métrie. Notre patient, il a été très à l'écoute, la vérité, Dr Mjid, mais pour lui, il n'a pas de reflux parce qu'il ne perçoit pas le pyrosis, il n'a pas de hariq au niveau de la cage thoracique, donc il ne croit pas à cette option-là, donc il ne veut pas aller plus loin, hein, pas de fibro, ni le reste. Donc je vais être obligée, là, Dr Mjid, de vous réadresser encore une fois le patient. Hein, peut-être que finalement c'est le tabac et c'est le reste des facteurs favorisants à revoir. Merci, Dr Khalil. Voilà, le patient avait refusé toute exploration digestive, se disant que n'étant pas symptomatique sur le plan digestif, la probabilité qu'il y ait un reflux était très très faible selon lui. Et donc juste à titre de rappel, je vous rappelle que c'est un jeune monsieur de 34 ans qui a un asthme mal contrôlé, qui n'a pas de symptômes digestifs de reflux et qui nous a été réadressé justement pour pouvoir améliorer sa prise en charge afin d'espérer avoir un meilleur contrôle de la maladie asthmatique. Et là, on lui avait conseillé d'arrêter complètement de fumer, donc un sevrage tabagique complet avec une observance médicamenteuse beaucoup plus stricte. Sauf qu'au bout d'un mois, alors qu'il avait arrêté de fumer, qu'il prenait de façon stricte sans un traitement inhalé, il n'était toujours pas amélioré. Et là, ce qui le gênait le plus, c'était essentiellement cette toux nocturne qui ne répondait pas vraiment aux bronchodilatateurs de courte durée d'action. Et là, on est obligé, comme c'est un asthme qui demeurait au moins partiellement contrôlé, de revoir toute la panoplie de tout à l'heure. Donc le sevrage tabagique, ça va, une bonne observance de son traitement, il prenait correctement son dispositif d'inhalation, toujours pas d'animaux, toujours pas de prise de médicaments, une rhinite allergique était correctement traitée, il n'était pas obèse. Et là, la probabilité réellement qu'il y ait un reflux gastro-œsophagien qui soit silencieux sur le plan digestif était réellement une réalité. Et là, j'avais réussi à convaincre le patient de vous être réadressé encore une fois, parce que là, je lui ai fait comprendre que finalement, il restait cette piste à explorer et qu'un reflux pouvait très bien être silencieux sur le plan digestif. Et voilà, Dr Khalil, je vais vous demander ce que vous allez préconiser chez ce patient. D'accord, donc on reçoit encore une fois le patient. Je vois aussi qu'il y a des collègues qui se sont joints à nous entre-temps. Donc bonjour tout le monde, bonjour Dr Hishisha, Dr Ben Amara. S'il y a des questions, nous sommes là, nous suivons donc vos commentaires. Alors effectivement, donc maintenant, j'espère que le patient est un peu plus sensibilisé. Hein, je compte sur vous, Dr Mjid, donc sur votre travail pour qu'il accepte l'exploration, parce que je ne peux pas faire autrement. Alors, sachant que de toute manière, aucun examen complémentaire ne va, encore une fois, pouvoir établir une relation de causalité. J'ai juste besoin de prouver qu'il y a un reflux gastro-œsophagien. Et puis peut-être tout au plus, je vais chercher à établir une association symptomatique, c'est-à-dire trouver des épisodes de reflux qui puissent être donc à l'origine du déclenchement d'un symptôme particulier, notamment la toux chronique, comme nous allons voir. Alors, donc, comme on voyait tout à l'heure, la stratégie diagnostique dans le cadre de la recherche d'un reflux gastro-œsophagien dans une forme atypique passe par l'endoscopie digestive haute.
Pour chercher quoi? Pour chercher les signes indirects du reflux gastro-œsophagien qui peuvent être quoi? L'œsophagite, c'est la complication la plus fréquente du reflux gastro-œsophagien et il faut que cette œsophagite soit sévère, c'est-à-dire stade C ou D de Los Angeles pour pouvoir vraiment la rattacher à un reflux gastro-œsophagien qui puisse donner un asthme. À part ça, ça peut être un endobrachyœsophage, donc une métaplasie intestinale, une transformation de la muqueuse intestinale en une muqueuse, la transformation de la muqueuse œsophagienne, le bas œsophage, en une muqueuse intestinale, et ça, vous le savez, c'est le lit du cancer donc de l'œsophage, de l'adénocarcinome de l'œsophage. Ça peut aussi être une sténose peptique, un rétrécissement au niveau du bas œsophage lié à ce reflux. Si on a l'une de ces complications endoscopiques, on peut dire qu'il y a un reflux gastro-œsophagien, ça c'est sûr. Et s'il n'y a rien, vaut mieux, maintenant ce sont les recommandations d'aller faire des biopsies au niveau du bas œsophage pour éliminer une œsophagite eosinophile, notamment quand il y a là des signes digestifs typiques en fait du reflux gastro-œsophagien. Bref, le patient a eu, Dr Mjid, vous avez été efficace, vous avez pu convaincre le patient de l'importance donc de l'exploration et par contre, elle était normale. Les biopsies d'ailleurs aussi, elles étaient normaux, donc franchement, il va falloir maintenant passer à l'étape d'après. C'est obligatoire, il faut que je puisse identifier et prouver l'existence du reflux gastro-œsophagien. Et dans ce cadre, ça serait l'examen de référence serait la pH-métrie de 24 heures ou mieux la pH-impédance-métrie de 24 heures. On va parler de la pH-métrie de 24 heures, la plus simple déjà. Ça consiste à en fait introduire une sonde à travers le nez et la maintenir dans le bas œsophage chez le patient, comme vous le voyez dans la photo. Cette sonde va être capable, par son bout distal, fixé au niveau du bas œsophage, de mesurer la quantité d'acide qui existe donc dans le bas œsophage durant une période de 24 heures, durant lesquelles le patient va pouvoir donc manger, travailler, dormir, s'allonger, etc. Et ce boîtier, il y a un boîtier, comme vous le voyez, la sonde va être connectée à ce boîtier. Le lendemain, après 24 heures, on va avoir un enregistrement type de ce que vous voyez là aussi. Et on va pouvoir voir s'il y a de l'hyperacidité et en particulier voir le pourcentage de temps passé à un pH au-dessous de 4. S'il est supérieur à 5% sur l'ensemble des 24 heures, là, on peut attester de l'existence d'un reflux acide. La pH-métrie des 24 heures est capable uniquement de détecter le reflux acide. Mais ça sous-entend donc des tuyaux encore et 24 heures donc en fait de port de cette sonde et de ce boîtier, chose que le patient ne peut pas accepter. Dr Mjid, je peux le comprendre, c'est vrai qu'on peut un petit peu négocier certaines choses mais pas d'autres. En tout cas, dans cette situation-là, on peut proposer peut-être ce qu'on appelle le test thérapeutique, l'épreuve diagnostique par le médicament. Ça serait, quand on évoque un reflux gastro-œsophagien acide, ça serait les inhibiteurs de la pompe à protons, des antisécrétoires acides très puissants, les plus puissants, qui sont capables, dans une cellule pariétale gastrique que vous voyez dans cette diapositive, d'aller détruire de façon irréversible la porte de sortie de l'ion H+, vers la lumière gastrique, c'est la pompe à protons. Et ce, quel que soit le stimuli de la sécrétion gastrique, ça peut être acide, ça peut être l'histamine, ça peut être l'acétylcholine, etc. Et vous savez que nous avons plusieurs familles d'inhibiteurs de la pompe à protons. La première génération et la seconde génération, donc avec des posologies qui sont différentes. Il y a la dose standard, et il y a la moitié dose. Par exemple, un 40 mg de zoméprazole, c'est la dose standard. Et justement, donc, on va pouvoir prescrire ces médicaments-là chez ces patients. Chez ce patient-là, alors, est-ce qu'on a des arguments d'efficacité dans la littérature?
allait prescrire un traitement d'épreuve sans passer par une exploration qui prouve l'existence de ce reflux, eh bien, il faut savoir que la littérature est très mitigée. Il y a des données où il y avait initialement, plus exactement, des données qui étaient pour donner des IPP sans preuve donc, de reflux gastro-œsophagien et avec amélioration significative de la fonction respiratoire et des symptômes, disparition des symptômes d'après certaines études jusqu'à 65%. Et puis en plus, on va gagner en termes de coûts. Les explorations ont de l'argent, coûtent de l'argent, et puis c'est beaucoup moins contraignant, comme vous pouvez comprendre avec notre patient. Par contre, avec l'amélioration de la qualité des études donc dans la littérature, il s'est avéré à travers cette fameuse méta-analyse qui a un petit peu changé les choses et les données pour nous, eh bien, elle ne trouve pas de différence significative quand on donne des IPP ou un placebo chez ce genre de patients chez qui on n'a pas encore prouvé donc l'existence d'un reflux par une pH-métrie. Ce qui a amené en fait les instances régulatrices de la prescription des médicaments, comme les instances françaises, à poser des recommandations claires non aux IPP tant qu'il n'y a pas de preuve formelle pour l'existence d'un reflux gastro-œsophagien acide. Évidemment, on comprend qu'il y a aussi un rapport coût-bénéfice et puis coût-bénéfice-risque dans toute cette stratégie, sachant qu'on va tomber un petit peu dans le surdiagnostic du reflux et dans la surutilisation des IPP, parce qu'on parlait tout à l'heure d'un large éventail de symptômes digestifs ou extra-digestifs qu'on pourrait rattacher au reflux. Ça peut être donc des symptômes respiratoires, ORL, thoraciques, donc on peut comprendre ce genre de recommandations. Bref, pour revenir à notre patient, alors lui, il était vraiment très preneur, il voulait essayer le traitement d'épreuve, ça lui épargne cette pH-métrie, donc finalement on lui a dit ok, on lui a donné un inhibiteur donc, de la pompe à protons à double dose, comme c'est recommandé, la double dose, donc c'est pas la dose standard, c'est 2 fois la dose standard, comme on a dit, avec évidemment toute la panoplie des mesures hygiéno-diététiques pour le traitement anti-reflux, les mesures posturales, on avait d'ailleurs eu l'occasion la semaine dernière ou d'avant de parler de la surélévation de la tête du lit de 13-15 cm pour que le tronc du patient soit supérieur au niveau du ventre. On peut aussi suggérer une perte de poids s'il y a une augmentation très récente, même si on n'a pas dépassé le stade on n'est pas au stade de surcharge pondérale ou d'obésité. Toute prise de poids peut être à l'origine d'apparition de reflux, quelle que soit son expression. Bref, donc on lui a bien précisé qu'il faut être patient, que contrairement à la réponse aux IPP des symptômes digestifs typiques, c'est immédiat, c'est dans les 24 heures, c'est tout de suite même pour le bénéfice. Et il ne va pas apparaître du jour au lendemain. Il y a des phénomènes musculaires, des phénomènes inflammatoires, etc. Ils doivent mettre du temps pour donc s'installer. 2 à 3 mois de durée au moins. Et double dose d'IPP, donc pour espérer quoi ? Espérer en général 40 à 50% de bénéfices. D'accord ? Vous gardez ça à l'esprit. J'ai pris soin, Dr Mjid, d'expliquer ça aux patients pour qu'il soit patient. D'accord ? Donc je ne sais pas s'il est revenu à vous, parce que moi, je n'ai pas encore de nouvelles de lui. Non, il est revenu me voir 3 mois plus tard pour une visite de contrôle, et là, je suis étonnée de voir qu'il n'y avait pas d'amélioration clinique. En fait, la symptomatologie d'asthme allait beaucoup mieux, mais ce qui le gênait le plus, lui, c'était l'atout nocturne qui commençait à avoir un impact négatif sur sa qualité de vie et qui commençait réellement à l'angoisser. Sa radiographie du thorax était toujours normale, on lui a refait une spirométrie et elle était strictement normale, et donc tous ces arguments me faisaient penser plus justement à une symptomatologie extradigestive du reflux. Son asthme allait parfaitement bien et ce qui le dérangeait le plus, c'était l'atout, et là il voulait avoir une solution rapide et radicale. Il était prêt non pas à faire la pH impédance métrie, mais il était même prêt à se faire opérer de son estomac, disait-il. Et je vous le réadresse, et là je vous demande ce que vous allez lui faire.
surtout pas l'opérer. Hein. On n'opère jamais une suspicion de reflux gastro-œsophagien sans l'avoir authentifié déjà, et puis épuiser toutes les cartes thérapeutiques. Hein, d'accord. Et puis il y a d'autres techniques maintenant, donc surtout pas la chirurgie. Hein, mais... Alors, donc, pour faire le point, nous avons fait la fibroscopie, elle était normale. On a essayé le test thérapeutique, visiblement, ça n'a pas marché. 3 mois, donc, je pense, Dr Mjid, c'était ça. Hein, et donc, là, le patient n'a pas trop le choix. Il va falloir passer aux tests de référence qui permettent d'objectiver le reflux. Ça peut être la pH-métrie des 24 heures. Sinon, idéalement, ça serait la pH-impédance-métrie. Tout à l'heure, on a parlé de la pH-métrie des 24 heures. C'est quoi la pH-métrie, la pH-impédance-métrie des 24 heures? En fait, c'est une technique qui, en plus de la sonde de mesure du pH du bas œsophage, comme on l'a rapporté pour la pH-métrie, il y a aussi des électrodes qui sont placées un peu partout sur l'œsophage, donc comme vous le voyez sur la photo, et ces électrodes vont détecter n'importe quel mouvement qui passe dans l'œsophage. Ça peut être des gaz, ça peut être aussi du liquide. Le liquide peut être acide, peut être non acide aussi. Et justement, quand les sondes détectent le passage d'un liquide de bas en haut et qu'il n'a pas été détecté par la sonde de pH, c'est que c'est un liquide de reflux, mais qui n'est pas acide, donc peu acide. Et c'est ça la supériorité de la pH-impédance-métrie. D'une part, elle va permettre de détecter le reflux acide et en plus, elle va détecter le reflux peu acide et ça a toute sa place quand on suspecte un reflux gastro-œsophagien qui ne répond pas aux IPP. Ça serait peut-être le cas de notre patient, je ne sais pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on peut dire que certains symptômes extradigestifs, notamment la toux, sont particulièrement liés au reflux, à ce reflux peu acide. C'est pour ça qu'on préfère faire une pH-impédance-métrie des 24 heures. C'est vrai que ce n'est pas disponible donc, dans les centres. À Arienne, nous l'avons, mais ce n'est pas encore disponible partout. Bref, donc, ce qui est commun en fait pour la pH-métrie et pour la pH-impédance-métrie, c'est que pour certains symptômes, notamment la toux qui est nocturne, le patient peut appuyer sur un bouton au niveau du boîtier de l'appareil pour noter le moment de l'apparition de cette toux. Comme ça, le lendemain, nous, quand on va analyser donc le tracé, comme vous le voyez sur la diapositive, on va pouvoir voir si l'épisode qui a été rapporté par le patient, si à cet épisode correspond à un épisode de reflux qui précède un petit peu la toux. Et là, vous allez devoir me croire parce que c'est un petit peu difficile à expliquer, mais en bas, en orangé, il y a le graphique de la pH-métrie. Et comme vous le voyez, à l'épisode de la toux, le pH est resté supérieur à 4. Par contre, le reste donc, du tracé montre qu'il y a un liquide qui est sorti de l'estomac et qui est remonté tout au long de l'œsophage, qui n'a donc pas été détecté par la sonde de pH-métrie, donc qui n'a pas été acide. C'est donc un reflux non acide. Là, c'était en fait une parenthèse pour expliquer ce que c'est que la pH-impédance-métrie et son plus par rapport à la pH-métrie. Je reviens donc à notre patient. Je rappelle pour ceux qui viennent d'arriver que c'est un patient qui est jeune, qui a un asthme non contrôlé, mais pour qui on avait passé en revue avec Dr Mjid l'ensemble des facteurs favorisants qui pourraient expliquer que cet asthme ne soit pas contrôlé. Il a arrêté le tabac, il n'a pas d'animaux domestiques, il prend très bien, il manipule très bien son traitement comme il faut. Donc on a pensé que c'est un reflux gastro-œsophagien qui puisse être à l'origine de cet asthme qui ne soit pas contrôlé. Ce patient, on l'avait traité par IPP double dose en tant que traitement d'épreuve parce qu'il ne voulait pas faire d'examen. Mais il n'a pas répondu. Donc les symptômes pulmonaires et respiratoires, notamment la toux chronique, ont persisté. Et donc là, on a été obligé de faire la pH-impédance-métrie sans IPP. Évidemment, il avait arrêté. Et on a trouvé qu'il y avait un reflux gastro-œsophagien, tout simplement, et c'était un reflux acide, donc qui aurait pu même être mis en évidence par une pH-métrie des 24 heures classique. On n'avait même pas besoin de pH-impédance-métrie. Mais
c'est un patient qui, vous vous souvenez bien, n'a pas répondu aux IPP. Personnellement, je lui ai prescrit des IPP double dose, n'est-ce pas, Dr Mjid? Il avait normalement reçu ça pendant 3 mois. Et donc, quelles sont les hypothèses? 2 hypothèses en fait peuvent être évoquées, soit que le patient a effectivement un reflux gastro-œsophagien acide, mais que ce reflux ne soit pas responsable des symptômes respiratoires, soit que le reflux acide est là, mais qu'il résiste aux IPP, ou il avait résisté aux IPP aux double dose, ce qui est quand même peu probable, franchement, mais ça peut arriver. Pour pouvoir trancher, il va falloir faire une autre impédance-métrie ou pH-impédance-métrie sous inhibiteur de la pompe à protons. C'est ça les recommandations. Donc le patient qui s'impatiente, en fait, ça devient assez sérieux sur le plan des symptômes, a accepté. Et le résultat, c'est que, effectivement, on a montré que sous IPP, le reflux gastro-œsophagien, initialement mis en évidence, a disparu. Donc les IPP en double dose étaient efficaces sur le tas. C'était fait au bout d'une semaine, en fait. C'est rapide tout ça. En fait, en reprenant l'interrogatoire, ce patient qui était un petit peu indiscipliné initialement, il n'avait pas complètement arrêté le tabac, qui n'avait pas tellement été observant par rapport à son traitement médical initial de l'asthme, n'a pas été aussi observant par rapport à son IPP qu'on avait prescrit. On avait prescrit la double dose, ça n'a pas été toujours respecté. Et on a prescrit le traitement pendant 3 mois, il avait pris tout au plus pendant 1 mois. Et donc on a l'explication au fait qu'il ait un reflux gastro-œsophagien qui répondait normalement aux IPP, mais parce qu'il fallait attendre beaucoup de temps, pour que 2 mois, 3 mois, pour que vraiment on s'attende à des bénéfices sur le plan clinique. Et donc notre patient, il est convaincu maintenant, il n'a pas le choix, il a compris, donc il a juste perdu du temps malheureusement, et donc on a repris les IPP à double dose, ça a été correctement pris pendant 3 mois, il va mieux, il va beaucoup mieux, donc voilà, donc si vous voulez qu'on résume un petit peu la conduite à tenir face à toute suspicion de reflux gastro-œsophagien dans un tableau extra-digestif, qu'il soit ORL, pulmonaire ou thoracique, dans un contexte tunisien du moins, où les IPP sont disponibles, ne sont pas très chers, et dans un contexte où la pH-impédance-métrie ou même la pH-métrie des 24 heures n'est pas tellement disponible partout sur tout le pays. Donc on peut proposer cet algorithme fait par un expert donc français d'ailleurs, donc qui propose de faire une endoscopie systématique, comme on l'avait dit initialement, et puis de prescrire d'emblée des IPP à double dose pendant 2 à 3 mois, tout en insistant qu'il faut aller jusqu'au bout. Après, s'il y a une amélioration, on va poursuivre les IPP à la plus faible dose qui a été efficace. Donc, et par contre, quand il n'y a pas d'amélioration après cette épreuve thérapeutique, là, on va faire la pH-métrie des 24 heures ou idéalement la pH-impédance-métrie sans IPP. Et s'il n'y a pas de reflux, là, on va réadresser le patient au médecin, à la spécialité qui nous l'a adressé. Ça peut être encore une fois l'ORL, ça peut être le cardio, ça peut être le pneumo. Et si la pH-impédance-métrie sans IPP est pathologique, là, il faut remettre les IPP et recontrôler, refaire une autre pH-impédance-métrie sous IPP. S'il n'y a pas de reflux, il a disparu sous IPP, c'est que il y avait un reflux, mais qui était bien traité par les IPP, était indépendant des symptômes décrits et réadresser le patient donc au médecin référent. Et puis, s'il y a un reflux gastro-œsophagien qui persiste malgré les IPP, ça peut être en l'occurrence un reflux gastro-œsophagien peu acide ou alors complètement alcalin. Et là, il va falloir trouver une autre solution et c'est peut-être là que l'éventualité de la chirurgie pourrait se poser. Voilà donc, nous, à chaque fois, on se passe souvent la balle entre ORL, pneumo, parfois même cardio et gastro. Le patient, on l'adresse, on le réadresse, mais pour finir par s'entendre à la fin, n'est-ce pas, Dr Mjid? Là, je vous fasse la main pour la fin de ce webinaire. Donc, merci Dr Khalil. Comme vous l'avez très bien vu tout au long de ce cas clinique, vous voyez qu'actuellement l'association
entre asthme et reflux gastro-œsophagien est une réalité. Plus d'un patient sur deux atteint d'asthme a un reflux gastro-œsophagien. Pour l'ensemble de ces raisons, je vous ai mis là les dernières recommandations du GINA de 2019. Le GINA, c'est l'organisme international qui s'occupe justement de publier tous les ans des recommandations en matière de dépistage et de traitement de l'asthme. Vous voyez que le terme reflux gastro-œsophagien revient à plusieurs reprises au niveau de ces recommandations qui sont normalement destinées aux patients asthmatiques. En fait, le reflux est évoqué initialement comme diagnostic différentiel de l'asthme quand la maladie se présente comme par une toux isolée, donc une toux équivalente d'asthme. Là, le reflux gastro-œsophagien peut en lui-même être considéré comme un diagnostic différentiel de la maladie asthmatique. Le reflux revient encore une fois au niveau de ces recommandations dans le cadre du bilan initial d'évaluation de tout patient asthmatique. Comme je vous l'ai dit au tout départ, quand on suspecte un asthme chez un patient donné, l'interrogatoire a une place primordiale. Il va nous permettre de rechercher les facteurs déclenchants de la symptomatologie ou les facteurs aggravants, auquel cas ici le reflux gastro-œsophagien fait partie des facteurs aggravants et des facteurs déclenchants au cours de l'asthme. Et enfin, le reflux gastro-œsophagien revient encore une fois au niveau de ces recommandations comme étant un facteur de risque d'évolution péjorative de l'asthme. C'est un facteur de risque d'apparition d'exacerbation d'asthme et c'est surtout un facteur de risque de non-contrôle de la maladie asthmatique, pour vous dire toute l'importance de rechercher ce reflux et toute l'importance de justement de ce partenariat avec les gastro-entérologues pour pouvoir traiter au mieux nos patients. Et on arrive à la fin de ce webinaire. Je vous remercie tous et toutes pour votre attention. On attend vos réponses si vous en avez. Merci. Vos questions, excusez-moi. Au dosage. Peut-être une question là que je viens de voir et par M. Mzeh qui dit que s'il y a une symptomatologie purement digestive et sans œsophagite, il faudrait donner la simple dose ou la double dose et pour quelle durée? En fait, d'un point de vue vraiment scientifique, vaut mieux donner la moitié dose quand il y a un reflux gastro-œsophagien dans sa forme digestive typique sans œsophagite, ou alors c'est un reflux non érosif, on appelle ça comme ça, ou alors c'est un reflux qui n'a pas encore été exploré par l'endoscopie, parce que l'endoscopie n'est pas systématique, comme on l'a vu tout à l'heure, donc à chaque fois qu'il y a des symptômes de reflux, moins de 50 ans, sans signe de gravité ou d'alarme, on appelle ça, on ne fait pas la fibro, hein, on laisse tranquille les gastro-entérologues et on prescrit des IPP, des mesures hygiénodiététiques, et donc ça serait la moitié dose. Si c'est par exemple de l'osoméprazole, on ne donne que 20 mg, ça suffit normalement. Du lansoprazole, on donne 15 mg, pantoprazole, on donne 20 mg. Mais par contre, quand il y a une œsophagite, et pour finir sur la durée, ça serait 2 semaines à 1 mois maximum. Et puis après, ça serait un traitement à la demande. C'est très spécial pour le traitement du reflux gastro-œsophagien dans sa forme digestive typique. On prend une petite cure, 2 semaines, 1 mois, de moitié dose, et puis après, ça serait un traitement à la demande. Il y a des petits symptômes qui viennent parce qu'on a mangé un petit quelque chose, je ne sais pas, la veille, mlochia ou je ne sais pas quoi, et puis après, ça disparaît, on arrête le traitement, 2-3 jours, et puis on arrête le traitement. Après, quand il y a une œsophagite peptique, ça serait la dose standard, c'est-à-dire 40 mg de zoméprazole, 30 mg de lansoprazole. Et on a là, dans les symptômes digestifs atypiques, c'est la dose standard x2 matin et soir. Donc c'est différent par rapport aux symptômes digestifs typiques. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions en fait. Voilà, donc merci beaucoup à tous les amis qui nous suivent. Hein, et en tout cas... merci Dr Mjid, merci au laboratoire Opalia, Ricordati et à la prochaine. Au revoir. Au revoir.